Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Alors je vous pose la question. C'est une bonne situation, ça, ministre. Parce que maintenant, vous ne l'êtes plus. J'avais tellement l'habitude de vous appeler Madame la ministre. Vous étiez secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Vous étiez ministre chargé de la citoyenneté. Là, maintenant, vous êtes quoi ? Mais écoutez, vous savez que protocolairement, on appelle encore les ministres Madame la ministre ou Monsieur le ministre, même une fois qu'ils ne le sont plus. C'est comme les présidents. Si on voit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, protocolairement, on doit l'appeler Monsieur le Président. C'est le protocole. Oui, Je ne suis pas très attachée au protocole. Oui, mais alors vous racontez dans ce livre ce qui est absolument incroyable. L'intérieur, à la fois, évidemment, c'est un livre très personnel sur votre propre parcours, et puis aussi sur les pratiques. Qu'est-ce que c'est qu'être ministre ? Et au fond, on y découvre des choses incroyables. Vous dites ministre, c'est pas la panacée. Hein. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis arrivée, j'ai été nommée ministre, je venais de la société civile, comme on dit. J'avais été présidente d'association, élue locale, mais je n'avais jamais été députée, haute fonctionnaire, donc c'est un milieu qui m'était étranger. Et donc, je l'ai découvert en 2017 en étant nommée par Emmanuel Macron et ensuite pendant 5 ans membre du gouvernement. Et il y a des choses assez surprenantes, choquantes ou même émouvantes que j'ai pu découvrir de l'intérieur. Oui, là, vous ne vous attendiez pas à un truc pareil. Alors tout commence, c'est un conte de fées, vous attendez un coup de fil, tout le monde vous dit « Ah, ça y est, on t'appelle, il va t'appeler », tout le monde espère ça. Il y en a qui disent qu'ils veulent l'être, mais ou d'autres qui disent qu'ils ne veulent pas être ministre tout en rêvant de le devenir. Vous voyez un peu le bal des courtisans ? Oui, dans ce livre, je raconte comment ça se passe. Et je raconte le début et la fameuse question qui est « Est-ce que tu as été appelé ?» Voilà, c'est la question que tout le monde se pose en période de remaniement. Et j'explique dans le livre que c'est un petit peu un jeu de dupes, parce qu'en fait, le jeu consiste à identifier des personnes dont vous-même vous pensez qu'elles pourraient être prochainement du gouvernement, pour partager avec ces personnes l'attente de ce fameux appel pour vous demander d'être ministre. Et puis ensuite, il y a l'entretien et toutes les procédures à la haute autorité de la transparence. Est-ce que vous avez des loisirs ? Quelle est la question qu'on vous pose ? Des loisirs controversés. Des loisirs controversés. Je fais cet entretien où en fait, je n'ai pas encore vu Édouard Philippe. On m'a appelé, on m'a demandé de venir à Matignon. Je suis dans une pièce et il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui ont mes avis d'imposition et des fiches ou je ne sais quoi sur moi devant eux et qui me posent des questions. Et en fait, l'idée, c'est de savoir s'il y a un problème avec ce potentiel futur ministre. Et moi, on me demande, par exemple, est-ce que vous êtes déjà parti en vacances chez quelqu'un qui pourrait considérer que vous êtes redevable de ces vacances ? Donc moi, je dis, bah, écoutez, oui, j'étais chez mes beaux-parents à Piriac l'été dernier, ils m'ont invité, voilà, ils me prêtaient leur maison. Et donc, ils se regardent, ils me disent, non, mais par exemple, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes déjà allé, par exemple, chez un chef d'État controversé ? C'est ça la question, c'est pas vos beaux-parents. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les loisirs controversés, je comprends pas ce que ça veut dire. Et donc, je sais pas répondre à leurs questions. Et en fait, ils me demandent s'il y a quelque part, par exemple, des photos de moi qui seraient allées faire une chasse avec des animaux protégés. Donc, il y aura une photo où fièrement je poserais. Je ne fais pas ça, en fait. Je ne fais pas ce genre de choses. Et alors après, il y a celui qu'on a vu derrière vous, donc Édouard Philippe, qui vous dit est-ce que vous êtes prêt à changer de vie ? Oui. C'est ça, être ministre, c'est changer de vie. Ça m'a marqué, et je m'en souviens encore 5 ans après, parce que je vois Édouard Philippe, et donc on échange sur le programme pour l'égalité femmes-hommes, sur la politique, sur Le Havre, Paris, Le Mans, etc. Et il me dit en partant, bon, alors est-ce que vous êtes prête à changer de vie ? Et sur le moment, je ne comprends pas cette question. Mais lui connaît très bien, et beaucoup mieux que moi, il a plus d'expérience politique. Il sait ce qu'il veut dire par là. Mais moi, sur le moment, je ne comprends pas pourquoi il me parle de changement de vie. Parce que pour moi, je vais juste poursuivre mon engagement ailleurs. Je ne sais pas que je vais déménager, que je vais avoir des officiers de sécurité en permanence avec moi, un cabinet, que mes faits et gestes vont être espionnés. Vous allez être harcelé sur Internet. Du harcèlement, des menaces de mort, qu'on sera dans une lessiveuse, en fait, pendant 5 ans. Je ne m'en rends pas compte, je ne le sais pas. Oui, mais alors donc, vous recevez 999 SMS parce que votre téléphone ne peut pas en prendre 1000. Voilà, à 1000, il bug. Oui, il bug. Et alors, vous tombez dans les pommes ce jour-là. Complètement, vous allez à l'hosto. Ouais, c'est ça. Non, en fait, ce qui est compliqué, c'est que on a annoncé que j'allais être ministre. Il y a l'annonce à la télévision par Alexis Collère. Moi, je n'avais prévenu personne. Je suis superstitieuse et voilà. Donc, tous mes proches, à part le maire à l'époque et mon mari, tous mes proches ont découvert à la télévision que j'étais nommée au gouvernement. Et le soir, donc j'ai tous ces messages. J'ai des journalistes qui m'appellent, j'ai même des journalistes qui m'engueulent parce que je leur réponds pas. Ils disent ouais, on veut vous interviewer. J'ai France 3 qui arrive, j'ai des télés, je suis au McDo avec mes filles, j'ai des télés qui arrivent pour me filmer parce qu'ils veulent voir la nouvelle ministre. Et vers minuit, effectivement, j'ai un malaise, je tombe dans les pommes et on m'emmène aux urgences à l'hôpital parce que c'est un genre de trop-plein d'un seul coup de beaucoup de choses. Mais il y a des moments que vous racontez très, très personnels. Il y a un moment où vous avez une loi très importante à porter pour les femmes et vous êtes perclus de douleur. Vous êtes dans une visite avec le Premier ministre, vous êtes perclus de douleur au ventre et vous devez quand même faire une émission de télévision. Vous le faites et vous devez quand même présenter votre projet. Vous le faites malgré les douleurs.
Oui, en fait, ce qui se passe, et j'en ai parlé publiquement à ce moment-là, parce que je trouvais que c'était bien de pouvoir soutenir les femmes qui vivent la même chose, c'est que j'ai fait une fausse couche, ce qui arrive à beaucoup de femmes. Et effectivement, je raconte qu'en fait, on est tellement dans un rythme où tous les matins, on se lève très tôt, parce qu'il y a des matinales, le soir, on se couche très tard, parce qu'on est souvent au Parlement, et ça se termine parfois vers 1h du matin. Et puis, on est dans une lessiveuse et quelque chose de vraiment très, très permanent, et on est un peu comme déconnecté de soi-même, de son corps, de ce qu'on vit. Et donc, effectivement, dans un premier temps, j'ai très mal, mais je fais ce que j'ai à faire, un bon petit soldat. Et puis, je finis aux urgences une fois encore. D'ailleurs, je dis dans ce livre, c'est assez intéressant, le nombre de fois où on peut avoir des problèmes de santé concentrés dans un seul et même quinquennat. Oui, oui. Alors, dans un conseil des ministres aussi, vous tombez en pleurs. Pour une histoire de tableur. C'est que le président est sec à ce moment-là. Vous devez présenter un projet de loi, il vous dit, vous n'avez pas de tableur, on fera ça la prochaine fois. En fait, je dois présenter ce qu'on appelle, c'est la partie E, je crois, sur les résultats. Et donc, je dois présenter ce qu'on a fait sur l'égalité femmes-hommes. Et en fait, je sors d'un rendez-vous avec des familles de victimes de féminicide qui m'ont raconté des choses terribles, comme cette dame qui a trouvé sa sœur tuée par son ex-mari. Elle dit qu'elle a trouvé le bébé de sa sœur baignant dans le sang. Enfin, elle me raconte vraiment des choses terribles. Elles sont en pleurs. Je pars et je vais au Conseil des ministres directement. Et moi, je me sens dépositaire de la voix de ces femmes. Et j'essaye de partager au président de la République, au Premier ministre, au Conseil des ministres, ce que ces femmes m'ont confié. Et en fait, on n'a pas le temps parce qu'on est en début de Covid. Le Conseil des ministres est très long. Il est 14h. Ça devait se terminer il y a 2 heures. Et le président me dit on suspend et on présentera la semaine prochaine. Et en fait, c'est terrible, mais je commence à avoir les larmes aux yeux parce que c'est pas parce qu'on suspend le Conseil des ministres, c'est parce que j'ai le sentiment que ces femmes ont confié des choses importantes à transmettre. Et on parle beaucoup de libération de la parole des femmes, mais à ce moment-là, je ne peux pas parler. Et je ne peux pas transmettre les messages qu'elles m'ont demandé de transmettre. Et donc, j'ai les larmes aux yeux. Et comme le savent tous les gens qui peuvent être émotifs ou autres, plus je me dis, tu peux pas pleurer, c'est un Conseil des ministres. N'ai pas les larmes aux yeux, et plus je me mets à pleurer, donc au bout d'un moment je pleure vraiment. Et là le président s'en rend compte et me dit mais non, mais ce que fait la ministre est vraiment très bien, il y a beaucoup de progrès. Enfin, il essaye d'être gentil, de me soutenir. Je pense qu'en fait je pense qu'il comprend pas pourquoi je pleure parce que je ne l'explique pas, et donc je pense que mes collègues sont un peu étonnés. L'un d'eux va le répéter à la presse, et donc il y a un article, un fameux off dans la presse, dans Marlène Schiappa a pleuré dans un Conseil des ministres, et j'ai pas l'occasion d'expliquer pourquoi à ce moment-là j'ai ce trop plein. Parce que quand on travaille sur les féminicides, c'est dur. On est au quotidien en contact avec des gens qui vivent des violences, des choses terribles et qui comptent sur vous très fort. Oui, on voit qu'est-ce que c'est que de faire de la politique, que c'est pas facile. On voit les coups que vous prenez. Un mot quand même de politique en ce moment, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le président est dans quelle situation? Vous qui le connaissez bien, vous qui connaissez bien Brigitte Macron, il est dans quelle situation face à ce pays presque ingouvernable? Moi, ce que j'ai observé depuis 6 ans maintenant que j'ai travaillé auprès d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est jamais aussi bon que quand il est dans une difficulté. Il a cette capacité à faire du judo et à retourner la situation qui est hors norme. Donc moi, j'ai toute confiance dans la capacité du président de la République à trouver une solution pour gouverner le pays. Maintenant, c'est vrai que là, il y a quand même, entre la guerre en Ukraine, les difficultés particulières, les responsabilités de la France, qui a la présidence de l'Union européenne, ce qui occupe le président, parce qu'il est attendu sur la scène européenne, mais aussi la situation qu'on connaît ici, économique et maintenant politique, avec ces extrêmes qui ont des groupes aussi forts à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une situation extrêmement difficile, historique. Il lui appartiendra de trouver des solutions et de pouvoir rassembler et trouver des moyens de faire travailler tout le monde ensemble. Mais qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Marlène Schiappa? Écoutez, je pense qu'il y a forcément des choses qui ont dysfonctionné ou qui n'ont pas suffisamment marché. Je pense qu'on doit toujours encore plus être à l'écoute. Écouter ce que nous disent les gens. Moi, j'ai présidé 10 ans une association qui s'appelait Maman Travail. J'ai des anciennes membres de mon association qui m'envoient des messages encore aujourd'hui pour me dire je ne sais pas si je vais réussir j'ai peur de ne pas réussir à nourrir mes enfants dans les mois qui viennent, parce que s'il y a une inflation terrible, si je ne peux pas faire mon plein d'essence pour aller travailler, si je ne peux pas acheter mon paquet de courses pour mes enfants, j'ai peur. Et qui va me protéger par rapport à ça? Et je pense qu'il y a vraiment un gros besoin de protection et de sentir que les bonnes décisions sont prises économiquement. Ça a été le cas pendant le Covid, c'est reconnu partout dans le pays et au niveau international, avec le quoi qu'il en coûte, avec les décisions de protection qui ont été prises courageuses par le président de la République et le gouvernement. Et maintenant, je crois qu'il y a cette attente forte de la part des Français. Oui, vous auriez voulu être encore ministre ?
Non, écoutez, moi, j'ai eu la chance d'être ministre pendant 5 ans. C'était un honneur. On ne vous l'a pas proposé? J'ai été... Alors, pour tout vous dire, et je le raconte dans le livre, en 2020, je vais à l'Élysée en leur disant que je pense que j'ai fait mon temps en tant que ministre et je souhaite aller faire autre chose, aller à l'ONU notamment, ou prendre des responsabilités aux États-Unis sur la scène internationale en ce qui concerne les droits des femmes. Et à l'époque, on me dit, écoute, on a besoin de toi dans le dispositif, on te demande de rester jusqu'à la fin du quinquennat. Donc il y avait un implicite sur la fin du quinquennat d'une part, et d'autre part, on m'a proposé d'être candidate aux élections législatives, qui est le passage obligé pour les ministres. Et j'ai refusé. Après une longue réflexion, j'ai considéré qu'après avoir été ministre 5 ans, je préférais encore aller faire autre chose. Donc je suis en train de travailler à la création d'une structure pour l'égalité femmes-hommes. C'est pour ça que j'ai été à l'ONU, justement, à New York, la semaine dernière, pour avancer sur cette création de structure pour améliorer l'égalité femmes-hommes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais est-ce qu'on va vous voir chroniqueuse chez Cyril Hanouna, comme on le lit dans la presse? Écoutez, non, la presse dit beaucoup de choses. C'est pas parce que... faux, donc vous n'irez pas, vous ne serez pas chroniqueuse. Écoutez, j'ai dit que je discutais avec Cyril Hanouna, ça ne veut pas dire que je vais aller rejoindre son émission en tant que chroniqueuse. Ça veut dire que j'ai des projets médias, au-delà de l'activité que je suis en train de créer. J'aime les médias, j'ai toujours fait beaucoup de choses en même temps. Donc j'ai des projets d'émissions, je ne sais pas si ça... Pourquoi pas avec Cyril Hanouna, quoi? Écoutez, en tout cas, Cyril Hanouna, c'est un producteur. Au-delà de sa propre émission, il travaille aussi sur d'autres émissions, sur d'autres structures, et puis il a un œil aiguisé. Il a un sens des médias très fort. Donc avoir son retour sur ce que je propose est toujours extrêmement intéressant. Oui, donc rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Mais je reviens sur ce livre, le sexisme en politique. Ouais. Vous êtes attaqué, on vous juge sur plus que sur vos propres projets de loi, on vous juge sur la façon dont vous êtes habillé, ou on détourne des phrases. On vous fait passer pour quoi? Pour une bimbo? Vous le dites. En fait, c'est ce qu'on appelle, plusieurs sociologues ont travaillé là-dessus, et ils appellent ça la présomption d'incompétence pour les femmes. C'est-à-dire que pour les hommes, il y a une présomption de compétence. On part du principe qu'ils sont compétents et puis on verra s'ils démontrent l'inverse. Et pour les femmes, c'est le contraire. Il y a une présomption d'incompétence. Et je ne pense pas être la seule en politique. Je pense que toutes les femmes, de Valérie Pécresse à d'autres femmes politiques, le subissent. À partir du moment où vous êtes une femme, on tâche de vous décrédibiliser. Et maintenant, au-delà du sexisme ordinaire, des insultes sexistes, des critiques sur le physique, etc. Oui, on entendait des humoristes qui disent « Oh, Marlène Schiappa n'a pas un cerveau, ça se saurait, Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça vous blesse quand vous entendez ça? Ça m'afflige en réalité, parce que d'abord, est-ce que c'est drôle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont écroulés de rire parce qu'on leur a dit que Marlène Schiappa ou Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo n'ont pas de cerveau? Est-ce qu'il y a des gens chez eux qui se disent « c'est drôle ?» Non, je crois que c'est pas drôle en fait, d'une part. Et d'autre part, je pense que ça abaisse le niveau de la vie politique. On est sans cesse en train de blâmer les responsables politiques, mais quand on choisit dans une campagne de ne pas faire de débat d'idées, de fond, mais qu'on choisit de prendre des petites phrases, de se moquer, on est dans l'ère du ricanement en matière de politique. On va essayer de ridiculiser les responsables politiques sans cesse. C'est bien qu'on soit en démocratie et qu'on puisse se moquer et critiquer, mais quand en fait le débat est remplacé par le ricanement, je ne pense pas que ça fasse avancer les choses. Et une fois encore, je ne le dis pas que pour moi. Moi, j'étais choquée de voir pendant la campagne présidentielle Valérie Pécresse, qui est une femme que je ne partage pas du tout ses idées, je ne la soutiens pas du tout. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit une femme stupide ou incompétente, etc. Or, elle a été dépeinte pendant toute la campagne présidentielle comme quelqu'un de léger, de frivole, de pas intelligent. Et je pense que si c'était un homme, on ne lui aurait pas fait ce procès. Oui. Alors, vous avez les conseils de Roselyne Bachelot. Il vous dit « Ne considère jamais qu'un journaliste puisse être ton ami ». Oui, exactement. Conseil de Roselyne. Parce que je vais me plaindre à Roselyne. Pourtant, elle adore les journalistes. Elle adore les journalistes, bien sûr. Mais en fait, ce qu'elle me dit, je vais me plaindre auprès de Roselyne et d'Éric Dupond-Moretti. Et je leur dis, mais les journalistes, je leur dis des choses, ils déforment mes propos, ils en font des citations alors que c'est des... Je suis déçue, je me sens trahie parce que je leur confie des choses, ils l'écrivent, etc. Et Roselyne me dit, en gros, mais à quoi tu t'attendais? Un journaliste, quand tu es en déjeuner presse, n'est jamais ton ami. Tu peux avoir des amis journalistes dans la vie privée, mais quand tu as un déjeuner presse à ton ministère ou un café presse avec des journalistes, évidemment, ce que tu leur dis, ils vont s'en servir. Évidemment, ils vont le déformer. Oui. Évidemment, ils vont en faire des... Un jour, on vous fait dire des propos comme quoi vous pensez que le Premier ministre doit dégager. Oui, absolument. Alors, c'est une fin de déjeuner presse. On est au moment du café. Je me lève et je vais partir. Et là, il y a une journaliste qui me dit « Ah, au fait, Castex, pour vous, il va rester jusqu'en 2022 ?» Et à ce moment-là, j'en sais rien, moi. Je viens d'être nommée, lui aussi. On est en 2020. Je le connais à peine. Après, je l'aimerais beaucoup. Je me nourrais avec lui. Mais à ce moment-là, je le connais pas bien. Et j'en sais rien. Et je fais pas de prédiction. Donc, je lui dis « Je ne sais pas. » C'est la vérité, je suis trop sincère, je suis candide, je ne sais pas. Et elle me dit, mais et Darmanin, vous pensez qu'il ferait un bon Premier ministre? Moi, je suis ministre auprès de Gérald Darmanin, j'apprécie beaucoup, je le trouve efficace, c'est un maire, c'est un chef d'équipe.
Je lui dis sans réfléchir, oui, évidemment, il ferait un bon Premier ministre. Et puis je m'en vais et je fais ma vie. Et quelques jours après, quelle n'est pas ma surprise d'ouvrir le journal et de trouver un indiscret disant Marlène Schiappa rêve que Gérald Darmanin soit Premier ministre. Elle veut faire virer Jean Castex. Et je tombe des nues. Et dans un premier temps, je fais même pas le lien. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Et mon conseiller à l'époque me dit, je pense que c'est basé sur la question, est-ce que d'après toi, Gérald Darmanin fera un Premier ministre? Et t'as dit oui, sûrement. Et je pense que ça vient de là. Et donc j'appelle la journaliste. Je me dis, vous vous rendez compte dans quelle situation vous me mettez? Vous devez démentir au moins auprès de Matignon si vous faites pas de rectificatif. Et donc elle finit par accepter de faire appeler quelqu'un à Matignon qui dit, non, c'est vrai que la ministre n'a pas dit ça. Mais vous voyez bien qu'on prête des propos aux gens, et moi, ça m'est sans cesse arrivé. À peu près une phrase sur deux qu'on me prêtait dans la presse, je ne l'avais pas prononcée. Oui, alors il y en a une un jour qui fait un indiscret qui dit « La ministre a écrit des livres érotiques sous un pseudonyme. Et donc, ça vient d'un grand journal. Hein. Ça vient d'un grand magazine, mais vous savez, moi, j'ai été... je vais vous le dire, parce que moi, j'ai été journaliste dans le passé. J'ai même dirigé une agence de presse. Et moi, je rêvais pas d'être ministre quand j'étais petite fille. Je rêvais d'être journaliste. Pour moi, c'était un beau métier, honorable, transmettre des connaissances. Vous n'avez ni fait l'ENA, ni Sciences Po. C'est un gros handicap. Hein. Pour être journaliste. Ou ministre. En tout cas, j'ai réussi à diriger une agence de presse, à publier une trentaine de livres, donc ça va. Mais tout ça pour dire que moi, j'avais de l'estime et de la foi dans le métier de journaliste. Et j'ai appris qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui étaient écrites qui n'étaient pas vraies. Des montages. Je raconte cette fois où on me dit que j'ai fait une interview croisée avec Yvette Roudy. Je la découvre dans le journal, je ne l'avais pas rencontrée. Cette interview n'existe pas. En fait, on m'a posé des questions sans même me dire quelle était la finalité par mail. On lui a manifestement posé les mêmes et c'est une rencontre. Rencontre entre Marlène Schiappa et Yvette Roudy, qui n'a pas existé. Mais sur cette histoire de livre érotique, on vous demande quand même des explications. Je ne sais pas si c'est à l'Élysée. Oui. On vous dit, mais alors, on prend votre pseudo, vous ne savez pas à qui il s'adresse. Alors, je suis dans votre une réunion. Votre pseudo, c'était quoi? Marie. Et donc, je suis dans une réunion et il y a une autre personne qui est présente à cette réunion qui s'appelle Marie, qui est une conseillère du président, qui est conseillère santé, solidarité à l'époque. Et donc, la haute personnalité qui fait cette réunion dit Marie, il faut que je te voie 5 minutes après. Et donc, on se tourne tous vers Marie. Il dit non. Et là, il s'aperçoit qu'il s'est trompé de prénom. Et il dit Marlène. Oui. Et je dis oui. Et du coup, Marie, c'est votre pseudo d'écrivain érotique. Alors, c'est un pseudonyme que j'ai utilisé pour écrire des livres. Bâton en brèche, le mythe, c'est des livres genre Osez réussir votre divorce, Osez votre première fois, qui est un petit guide pédagogique pour les jeunes adultes ou les adolescents. Donc voilà, il y a beaucoup de mythes. Quand on dit livre érotique, on s'imagine des choses. Et donc, en tout cas, il me dit, j'ai vu cet article, est-ce que c'est vrai? Et donc là, je me dis, je vais probablement avoir des problèmes. Et en fait, pas du tout. Beaucoup de compréhension. Et il me dit, écoute, moi, je considère que c'est la liberté des femmes de s'exprimer sur ce sujet. Le sujet de la sexualité ne doit pas être réservé aux hommes. Et c'est même un engagement de ta part de porter aussi, de prendre la parole sur ce sujet. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Et donc, je sors en me disant, je me sens quand même comprise, en fait. Si vous voulez, pendant les 5 ans, il y a des choses qui ont été très difficiles, mais je me suis toujours sentie soutenue, que ce soit par l'Élysée ou par mes 2 premiers ministres, Édouard Philippe et Jean Castex. J'ai toujours eu cette grande chance d'être soutenue. Et voilà. Et ça, c'est important. Mais vous dites, au fond, la liberté, parce que justement, cette expression de la liberté sexuelle pour une femme à travers ses livres érotiques, ça paraît quelque chose de tout à fait évident. Mais qu'en tant que ministre, vous dites, on n'a pas le droit d'aller à Disneyland, on ne peut pas aller chez la manucure, on peut peut-être difficilement aller au théâtre, parce que, je veux dire, vous n'avez plus le droit d'être heureux. C'est exactement. C'est quoi? C'est une grosse ambivalence, parce que d'un côté, comme le décrivent très bien beaucoup de philosophes, c'est un combat contre soi-même, je veux dire, c'est un peu grandiloquent, mais un combat contre soi-même, d'essayer d'être heureux et de ne pas se laisser attirer par le côté sombre qu'on a tous en nous, par les passions tristes, par parfois la déprime, l'abattement. Et donc, on fait l'effort d'être heureux, si je peux le dire de cette manière. Et d'un autre côté, j'ai eu l'impression qu'être heureux, c'était une faute professionnelle. On n'a pas le droit d'être heureux ou de le dire en France, mais non, parce qu'en fait, moi, quand je partais en vacances, on m'a dit, ne mets pas de photos de tes vacances sur les réseaux sociaux. Quand je faisais des soirées avec des amis, on m'a dit, tu ne dois pas poster un selfie avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et je le faisais quand même, parce que je trouvais que... Pourquoi, en fait? On ne peut pas reprocher à la fois au ministre d'être déconnecté, et en même temps, quand on partage des petits moments simples, genre on partage une pizza avec des copines un soir,
On n'a pas le droit, il faut le faire en cachette. Et moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, mais il y a des ministres qui ont eu des scandales parce qu'ils sont partis en vacances, des ministres qui ont eu des scandales parce qu'ils étaient dans un restaurant ou dans une soirée un peu festive. Quand on est ministre, on a beaucoup de pression, c'est difficile. Moi, je trouve ça plutôt sain d'évacuer la pression. Mais j'ai plein de collègues qui me disaient, des collègues célibataires qui me disaient, je ne vais pas sur les sites de rencontres parce que je ne veux pas qu'on me reconnaisse, je ne vais pas dans des soirées parce que je ne veux pas que quelqu'un me prenne en photo et je vais devoir démissionner. Donc je pense qu'il faut qu'on s'interroge. Benjamin Griveaux a dû démissionner pour quelque chose qui n'avait rien d'illégal. Mais exactement. Rien d'illégal. Il n'a enfreint aucune loi. Il y a eu un échange consenti avec une personne adulte. Il n'a enfreint aucune loi. Et encore aujourd'hui, on en parle comme s'il était coupable de quelque chose. Il y a un ordre moral, il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Je pense qu'il y a un sentiment très ambivalent du peuple français qui désire à la fois avoir des responsables politiques très accessibles, mais très mystérieux, très transparent, mais en même temps dans la retenue et dans la pudeur. Le désir vis-à-vis des politiques est, je trouve, très ambivalent, très paradoxal. Oui, en même temps, vous défendez Gérald Darmanin, encore attaqué aujourd'hui par les féministes. Vous êtes féministe, bien sûr, Marlène Schiappa. Vous défendez Gérald Darmanin envers et contre toutes et tous. Mais pourquoi je ne défendrais pas Gérald Darmanin ? Je ne sais pas, parce qu'il est attaqué, accusé de viol. Alors, il a effectivement été accusé de viol ou de violence sexuelle. Et en fait, la justice est passée. Et moi, ce que je défends, c'est l'accès pour toutes les femmes à la plainte et à la justice. Je pense qu'il faut lutter contre l'impunité et il faut permettre à toutes les femmes de pouvoir déposer plainte. L'immense majorité des accusations qui sont déposées pour des faits de violence sexuelle, elles sont justes et elles ont besoin de pouvoir être soutenues et que la justice passe. Mais quand la justice passe et dit qu'elle classe sans suite, ou pour d'autres affaires qu'elle est innocente, ou qu'elle considère que les faits ne se sont pas produits ou ne sont pas caractérisés, je pense qu'il faut aussi suivre la justice, sinon ça veut dire qu'il n'y a plus de justice. Et donc ça embrèche toutes les règles qu'on a de communauté. Et ça veut dire que moi, en sortant, je peux accuser l'une des personnes qui est là dans cette émission de viol ou de violence sexuelle, et donc elle devra démissionner. On entend parmi les écologistes, Clémentine Autain ou d'autres, qui disent à partir du moment où il y a une accusation, un homme politique n'est plus qualifié. On voit pour Damien Abad, par exemple. Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Si vous voulez, moi, je suis profondément féministe et tout mon engagement le démontre. J'ai fait le premier livre de France sur la culture du viol. J'ai travaillé sur le concept de plafond de mère. J'ai présidé bénévolement 10 ans un réseau de mères actives pour défendre les femmes au travail. J'ai été ministre sur ce sujet. C'est l'engagement de ma vie, le fait de défendre les femmes. Mais défendre les femmes, ça ne veut pas dire se créer de nouvelles règles qui font qu'on ne pourra plus avoir de vie en commun. Si on décide qu'à partir d'aujourd'hui, dès lors qu'il y a une accusation quelle qu'elle soit, la personne doit démissionner, ça veut dire que demain, on peut déposer des accusations contre l'ensemble du gouvernement et il devra démissionner. Regardez, aujourd'hui, il y a une nouvelle accusation de viol contre un membre du gouvernement qui est une femme. Vous avez une femme, membre du gouvernement, secrétaire d'État, Chrysoula Zakharopoulou, qui est accusée de viol. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle doit démissionner immédiatement au nom de l'écoute et du soutien aux femmes qui sont victimes de viol ? Sincèrement, je ne sais pas. Et je pense que la question doit se poser. Et derrière cette question, je rebondis sur l'affaire Abad dont vous parliez, pour moi, il y a la question de l'efficacité des cellules de signalement dans les partis politiques. Moi, je me suis battue pour qu'il y ait une cellule de signalement des violences sexuelles dans En Marche, à l'époque. Mais la question que j'ai toujours posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces signalements ? Et pour moi, la réponse à ça, ça doit être on les accompagne vers la justice. Il doit y avoir des dépôts de plainte et la justice doit pouvoir se prononcer, c'est primordial. Oui, et il n'y a souvent pas de plainte. Oui, et c'est pour ça que moi j'ai travaillé pour faciliter la plainte. On a créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il y a des femmes ou des hommes d'ailleurs qui nous écoutent et qui ont été victimes de violences sexuelles, y compris de la part de responsables politiques, je les invite à se connecter sur cette plateforme, à signaler auprès de la police et de la gendarmerie, c'est fait pour qu'il puisse y avoir une plainte, une enquête et que la justice soit rendue. Oui, vous avez toujours combattu pour la laïcité, Marlène Schiappa, notamment en tant que ministre de la Citoyenneté. Il y a un certain nombre de députés qui entrent en ce moment à l'Assemblée nationale, qui pour le moins ont eu des discours, on va dire, pas très clairs sur cette question. Je pense à des députés, notamment de la France Insoumise. Est-ce que vous pensez que c'est une forme d'échec, finalement, de votre combat ? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'il y a des débats autour de la laïcité et de la société. C'est un débat très français. Vous savez, comme je vous disais, j'étais à New York, à l'ONU. J'ai essayé d'expliquer à des universitaires new-yorkaises avec lesquelles j'avais des échanges les débats sur la laïcité en France. C'est toujours très compliqué. C'est vraiment une passion française. Pas uniquement parler de la Turquie ou d'autres pays. Mais en tout cas, en France, c'est vraiment un sujet de passion extrêmement fort.
Et donc moi, ce que je souhaite, j'appelle de mes voeux une clarification de la France insoumise sur les questions républicaines, sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Je ne les caricature pas, je ne dis pas que parce qu'ils se plaignent d'être caricaturés. Je ne fais pas de caricature, mais quand ils reçoivent Jérémy Corbyn, par exemple, ou quand ils refusent de prendre position sur la question des burkinis à Grenoble, ou quand ils ont dans leur rang des personnalités qui sont contre la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école et au collège, je pense que ça pose question et ça appelle une clarification. Oui, une clarification ou simplement dire c'est leur position. Une clarification parce que eux, en fait, ils refusent le fait que ce soit leur position. Je ne sais pas si je suis claire, mais quand vous allez leur dire vous soutenez telle ou telle position, ils sont ambigus. Le maire de Grenoble, par exemple, c'est sa position. Oui, mais prenons par exemple Jérôme Guedj, qui a été élu député avec la NUPES. Je sais à quel point il est clair sur les questions de laïcité. C'est lui qui a créé le prix L'Analimi contre l'antisémitisme. Il a vraiment un engagement sur ce sujet. Je suis persuadée qu'il y a dans la France insoumise des gens qui sont sincèrement républicains, qui défendent cette question. Je ne sais pas, Adrien Quatennens, par exemple, je ne lui ferai pas ce reproche. J'ai toujours entendu un discours plutôt clair de sa part sur les valeurs républicaines. C'est moins le cas de la part d'autres députés. Et donc, je pense que c'est important que ce groupe, je ne parle même pas de l'ensemble de la NUPES, mais déjà le groupe La France Insoumise, qui puisse être clair sur ce sujet. Et chez ELV, c'est pareil, il y a plusieurs lignes. Vous avez le maire de Grenoble que vous avez évoqué, mais vous avez aussi Yannick Jadot, qui lui est toujours clair sur les questions républicaines, sur la laïcité, sur le fait de refuser le relativisme culturel, défendre les femmes face, par exemple, à la polygamie ou à d'autres pratiques. Il est clair là-dessus. Oui, vous croyez vraiment, Marlène Schiappa, qu'on peut faire un gouvernement d'union nationale? Quand on a parlé, on voit qu'il y a des divisions pareilles au sein même d'un seul parti où on n'arrive pas à s'entendre sur des choses assez fondamentales. Vous pensez qu'on peut faire un gouvernement d'union nationale en France, que Macron peut y arriver? Vous savez, à titre tout à fait personnel, je ne parle évidemment que pour moi, mais moi j'ai toujours cru qu'un gouvernement pouvait être d'union nationale depuis que Jacques Chirac a battu Marine Le Pen. Je pense que les Français attendaient ça déjà en 2002. Et on attendait un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire avec des ministres le Rassemblement national, par exemple, ça serait envisageable? Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec des ministres républicains, donc à l'époque, chacun attendait que Jacques Chirac fasse ce choix. Il ne l'a pas fait et l'histoire regarde ça maintenant autrement. Mais quand Emmanuel Macron a créé En Marche, ça avait quelque chose de proche, c'est-à-dire que l'idée, c'était de dépasser les clivages. Et vous aviez une activiste féministe comme Marlène Schiappa qui se retrouvait avec Bruno Le Maire à la même table de gouvernement. Donc c'était déjà une sorte de gouvernement d'union nationale. C'était un dépassement des clivages. Et donc maintenant, je pense que le président doit trouver les voies et moyens de faire en sorte que la France soit gouvernable. C'est important. On ne peut pas être sans ministre de la Santé dans une période de recrudescence de Covid, d'arrivée de la variole du singe, probablement, nous disent certains experts. On peut faire entrer des membres du Rassemblement national dans le gouvernement ou de la France insoumise dans le gouvernement? À mon avis, le Rassemblement national, non, parce que c'est l'extrême droite et il faut qu'il y ait une digue républicaine à un moment. Mais des personnalités comme Fabien Roussel, dont j'ai vu qu'il avait été consulté en tant que leader, oui, pourquoi pas? Et je ne fais pas le gouvernement, je ne représente que moi-même. Mais moi, si on me dit que des personnalités comme Fabien Roussel ou Michael Delafosse, le maire de Montpellier, seraient prêtes, qui est PS, seraient prêtes à rentrer au gouvernement... Vous pensez qu'ils peuvent travailler avec Emmanuel Macron? Ils peuvent fonctionner. C'est à eux de se prononcer là-dessus, je ne sais pas. Mais le président, lui, c'est possible. Mais je pense que ce sont des gens qui ont foi dans l'intérêt général. Je suis persuadée qu'à droite, il y a aussi des personnalités qui ont envie que le pays ne reste pas bloqué, parce que bloquer le Parlement, c'est bloquer les Français, finalement. Ça veut dire qu'on n'avance pas ni dans un sens ni dans l'autre. C'est l'immobilisme. Donc je pense que ce n'est souhaitable pour personne. Oui, vous diriez ça valait le coup, Marlène Schiappa. Répondre à votre question, c'est une bonne situation, sa ministre, mais ça valait le coup, vous ne regrettez rien? Ah si, je regrette beaucoup de choses. Je fais la liste aussi de mes erreurs, de mes regrets. Il y en a eu beaucoup, j'étais novice. Mais je dis à un moment dans le livre que je me pose cette question de savoir si on nous faisait la liste au début en disant voilà tout ce que ça va vous coûter, entre guillemets, d'être ministre, toutes les difficultés, est-ce que vous iriez quand même? Et dans le même temps, je pense qu'il ne faut pas exagérer. C'est plus difficile aujourd'hui d'être aide-soignante que d'être ministre ou d'être enseignante en ZEP que d'être ministre. Je peux pas vous faire la liste, mais il y a plein de métiers. D'être livreur de repas à domicile, c'est beaucoup plus dur et difficile que d'être ministre. Les ministres ne sont pas les gens à plaindre dans la société. En revanche, je pense qu'on peut peut-être remettre chaque chose à sa juste place et considérer que peut-être... retravailler, réfléchir collectivement sur le rôle des responsables politiques serait bienvenu. Ouais. On dit que c'est mon frère qui chante... Quand je suis en vacances. Quand je suis en vacances. Vous connaissez les paroles? Pas vrai, bien sûr, Dalida. Pas vrai. Comme le disait la Miss Tinguette. Vous aimez Dalida? J'adore Dalida. Vous le dites. Je suis fan de Dalida. C'est ça, écoutez cette voix. C'est vrai que j'ai l'accent qui roule, des chansons qui
qui roucoule, c'est vrai. Comme le disait la distinguée. Très belle chanson. C'est vrai que je suis italienne avec le sens égyptienne. Voilà, c'est la France. Merci Marlène Schiappa. C'est moi qui vous remercie. C'est une bonne situation, ça, ministre, est publié aux éditions de l'Observatoire avec un grand point d'interrogation. On se quitte avec Dalida. Tiens, on garde Dalida en fond. Avec grand plaisir pour Marlène Schiappa. Merci d'avoir été notre invitée. Madame la ministre, on continue de dire. Bon, Marlène, c'est très bien aussi. Merci à vous. Je suis comme le bon vieux Lafette et c'est très bien comme ça.